20h sur la télévision Futur Média. Bonsoir à toutes et à tous. Bienvenue à cette principale édition. Les titres dans un instant. Barthélémy Dias au tribunal de grande instance de Dakar pour les besoins de son procès en audience spéciale. En ligne avec nous, Aminata Mbaresso pour les détails de sa comparution. Indice de perception de la corruption peut mieux faire. C'est la mention décernée au Sénégal qui gagne 1 point mais ne parvient toujours pas à atteindre la moyenne mondiale des 50 sur 100. Les chiffres ont été révélés par le Forum civil qui a fait face à la presse ce mercredi. Il n'y a aucun accord entre la CEDEAO et l'ex-président gambien. Yaya Jammeh peut bel et bien être poursuivi en justice. Déclaration de l'avocat Maître Ousmane Seye au cours d'une conférence publique à l'Institut des droits de l'homme et de la paix. Visite de courtoisie d'une délégation de la famille omarienne à Youssou N'Dour, une visite pour transmettre les remerciements du calife à l'artiste suite à son titre dédié à Cheikh Oumar Foutiyou Tall. Youssou N'Dour qui s'en est réjoui a qualifié le saint homme de trait d'union entre les cultures, les religions et les confréries. Sport, les Lions de retour sur la pelouse de Bongoville après leur dernier match de poule. Au menu, séance intense d'entraînement pour préparer leur prochaine rencontre. Ce sera face au Cameroun samedi prochain. Et puis l'invité du 20h, Deo Akizimana, président fondateur du CIRID, pour parler du prix Macky Sall pour le dialogue en Afrique. Il est interrogé par Mamadou Ibrakan. Une interview à suivre après ce journal. Voilà pour les titres, le développement à présent. Rebonsoir à toutes et à tous et tout de suite direction le tribunal de grande instance de Dakar pour y retrouver notre reporter Aminata Mbaresso. Amina, bonsoir. Amina? Oui, bonsoir Sarah. Alors une journée marathon, on va dire, pour Barthélémy Dias qui comparaît depuis ce matin en audience spéciale pour l'affaire Ndiaga Diouf. Que peut-on retenir de ce premier jour de procès? Une journée marathon exactement pour Barthélémy Dias et compagnie. Mais ce qu'on peut retenir, c'est qu'au deuxième partie de l'audience, l'identification de l'arme qui aurait tué Ndiaga Diouf a occupé l'essentiel des débats. Parce que là, entre l'arme de calibre 38, telle qu'indiquée par le procureur de la République, et l'arme de calibre 9, telle que soutenue par Barthélémy Dias, les interrogations demeurent encore. Mais le maire de Sacré-Cœur, Mermoz, est resté constant dans ses propositions. Barthélémy Dias indique le jour des faits, c'est-à-dire au cours des affrontements qui ont eu lieu dans sa mairie le 22 décembre 2011, il a utilisé 2 armes et parmi ces armes, une seule était réelle, c'est-à-dire l'arme Taurus de calibre 9. Et c'est avec cette arme qu'il a tiré 2 des assaillants qu'il dit même avoir touché au postérieur. Donc le procureur, par contre, a dit que les expertises ou les enquêtes qui ont été menées indiquent que les 2 blessés, c'est-à-dire Cheikh Diop et Cheikh Tchomban, ont été touchés et également la balle qui a tué Ndiaga Diouf proviendrait d'une balle de calibre 38. Donc les débats ont tourné autour de cette question, mais on peut retenir que d'après les avocats de Barthélémy Dias, la police scientifique n'a même pas été capable d'identifier ou d'indiquer d'où est-ce que pourrait provenir cette balle qui a été fatale à Ndiaga Diouf. Aïssata Tall Sall a également confirmé ou insisté sur le fait que son client ne disposait que de 3 armes le jour des affrontements, c'est-à-dire une arme réelle qu'on peut appeler Taurus et elle est de calibre 9, une autre qu'on appelle arme à plomb, et selon qui c'est une arme qui est tout juste dissuasive, qui peut blesser mais qui ne peut pas ôter la vie, et une autre qualifiée de factice ou briquet. Donc ce qu'on est en train de voir, c'est de savoir où se trouverait l'arme qui a tué Ndiaga Diouf et qui serait la 4e arme. L'audience se poursuit-elle jusqu'à présent? Exact, elle se poursuit au moment même où je te parle. Barthélémy Dias est en train de faire face aux avocats des autres partis mis en cause, c'est-à-dire les avocats chargés de défendre les jeunes du Parti démocratique sénégalais. Merci beaucoup Amina Mbaresso pour ces précisions et bon courage pour la suite. Peut-être que nous la retrouverons avant la fin de cette édition, si bien sûr il y a d'autres développements. Un jeune Sénégalais du nom de Djiby Thiam a été retrouvé mort à la frontière entre le Maroc
et l'Algérie. Le corps du défunt se trouve actuellement à la morgue de l'hôpital d'Ouzda, ville située au nord-est du Maroc. Les autorités sénégalaises sont appelées à réagir pour le rapatriement de sa dépouille. Selon sa sœur, il était parti travailler en Algérie avec des amis. Par la suite, ils ont voulu se rendre au Maroc. Avant cela, ils avaient une somme d'argent qu'ils se sont partagés. Ils seraient au nombre de 9. Elle ajoute, arrivant à la frontière, qu'ils avaient été poursuivis par des personnes qui avaient des lampes torches. C'est ainsi que le groupe s'est dispersé. L'un d'eux aurait réussi à s'échapper. Incinération ce matin à Tambacounda d'une quantité importante de 20 tonnes de marchandises impropres à la consommation, comme vous le voyez sur ces images. Résultat des opérations de la brigade mixte pilotée par le commissariat aux enquêtes économiques. Voilà, donc ça s'est passé aujourd'hui même à Tamba. Parlons économie à présent, corruption pour être plus précise. Indice de perception de la corruption, le Sénégal gagne 1 point cette année. Il s'est classé 45e sur 100. Il occupe la 64e place mondiale et la 7e au classement africain. Toutefois, le Forum civil pense que ce n'est pas assez. Il propose un plan concerté de 5 ans, l'évaluation des rapports de l'OFNAC, le durcissement des sanctions, la poursuite de la traque dite des biens mal acquis au cœur des recommandations du Forum civil qui a partagé le compte-rendu de la publication de l'indice de perception aujourd'hui avec la presse. C'était en présence de Maïmouna Ndiaye et Ababakar Kamara. 44 sur 100 en 2015, 45 sur 100 en 2016. Le Sénégal, toujours dans la zone rouge, l'indice de perception de la corruption livre ses secrets. 7e niveau Afrique, mais également c'est 64e niveau mondial. Du point de vue communautaire, donc au niveau de la CEDEAO, le Sénégal est le 2e pays sur le classement, derrière le Cap-Vert, mais également le 1er pays au niveau de l'UEMOA. Donc il faut noter qu'en fait dans l'IPC, le rang n'est pas important, c'est le score qui est important. Donc on sait qu'en fait depuis 2013, le Sénégal a quitté 41 points sur 100 pour en venir aujourd'hui à 45 sur 100. Donc en 5 ans, le Sénégal a fait une progression de 5 points. Donc ce qui est insuffisant en fait. Une progression lente, des résultats jugés insuffisants, une série de recommandations. Il faut renforcer le cadre juridique aujourd'hui de la lutte contre la corruption. C'est vrai qu'on a un organe est créé, c'est-à-dire l'OFNAC, mais le dispositif juridique reste à améliorer. Le Forum civil a travaillé avec la RADDHO, avec article 19, avec le ministère de la Bonne Gouvernance, sur des avant-projets de loi portant sur le financement des partis politiques, sur l'accès à l'information, sur la protection des lanceurs d'alerte, sur le conflit d'intérêts, qui doivent être aujourd'hui votés et appliqués pour que en fait, cela puisse contribuer à améliorer, à sortir le Sénégal de la zone rouge. Au-delà de ce plan concerté de 5 ans, le Forum civil souhaite dépasser la phase de dénonciation. D'ailleurs, il demande à l'État de privilégier l'audit technique et financier de certaines structures. Il n'y a pas d'accord entre la CEDEAO et l'ex-président gambien. C'est ce que déclare Maître Ousmane Seye en conférence publique à l'Institut des droits de l'homme et de la paix. L'avocat a même pensé que Jammeh pouvait et devait être poursuivi en justice. Dissa Prera, Mardia. Il n'y a aucun accord signé entre l'ex-président gambien, la CEDEAO d'une part, et le Conseil de sécurité de l'ONU de l'autre. C'est ce qu'affirme Maître Ousmane Seye. Selon l'avocat, le ministre des Affaires étrangères a bel et bien raison sur cette polémique. Ces types d'accords ne sont pas du ressort de la CEDEAO. D'abord, je dois confirmer, à l'instar du ministre des Affaires étrangères, Mankeur Ndiaye, qu'aucun accord n'a été signé entre la CEDEAO et le Conseil de sécurité avec l'ex-président Yaya Jammeh. Le dit accord qu'on brandit n'est pas signé. Et je dis, même s'il y avait un accord, la CEDEAO, le Conseil de sécurité n'ont aucune compétence pour signer un accord avec un président pour lui garantir quelques privilèges que ce soit ou quelques immunités que ce soit. Il appartient aux États souverains d'accorder des privilèges ou des immunités à leur président. Pire, la robe noire indique que l'ex-homme fort de Kanilai pourrait même être poursuivi en justice. La Cour pénale internationale pourrait se saisir ou même une juridiction gambienne. La Gambie est pays membre de
Cour pénale internationale. Et devant la Cour pénale internationale, la Cour ne reconnaît aucune immunité à quelque président que ce soit, ni aucune garantie. Même si des accords étaient signés, si la Cour pénale internationale décide demain de poursuivre Yaya Jammeh, et je souhaite que cela soit le cas et c'est possible, Yaya Jammeh ne peut exhiber devant cette Cour aucun accord écrit lui donnant une immunité ou quelques privilèges que ce soit. Pour rappel, Yaya Jammeh avait déclenché le processus de retrait de son pays de la Cour pénale internationale, procédure qui n'est pas encore arrivée à terme. Même s'il est loin de la Gambie, le passé pourrait toujours le rattraper. On ne spécifie pas les lieux où doit s'appliquer la garde à vue. Nous restons avec la Gambie. Vous le savez, le président Adama Barrow est attendu à Banjul demain, jeudi. Les populations placent beaucoup d'espoir en sa gouvernance. Entre le respect des libertés, le problème du chômage, le redémarrage de l'économie, les Gambiens ont exprimé leur doléance aux successeurs de Yaya Jammeh. Suivez ce micro-trottoir réalisé par nos envoyés spéciaux Barkaba, Morharma dans les rues de Banjul. Alors, petits soucis avec cet élément. Nous n'excluons pas d'y revenir peut-être avant la fin de cette édition. La rencontre des acteurs et mouvements pour l'émergence, la rampe, va à l'assaut du fichier électoral. Elle se fixe un objectif d'1 million d'électeurs à inscrire sur le dit fichier. La rampe a également salué le rôle joué par le président Macky Sall dans la solution à la crise gambienne. Elle était en conférence de presse. Détail avec Hadiatala Younous Diatta. La rencontre des acteurs et mouvements pour l'émergence se lance un défi. L'organisation s'engage à inscrire 1 million d'électeurs d'ici les législatives. C'est possible selon son coordonnateur. Nous sommes dans une phase où l'essentiel des actions politiques et citoyennes doivent structurer autour de l'accompagnement des populations pour qu'elles aillent massivement s'inscrire sur l'électorat électoral. La rampe a en outre salué le dénouement heureux de la crise gambienne par voie diplomatique. De l'avis des membres de l'organisation, cette victoire est l'œuvre du président Macky Sall en premier. C'est la victoire du peuple sénégalais, dans ses différentes composantes, mais surtout une victoire de la jeunesse sénégalaise. Le président Macky Sall a été l'acteur principal de cette victoire. Nous le disons, nous l'assumons et nous avons les preuves pour le dire. Que les autres interviennent. Il va de soi, c'est lié encore à une de ses capacités maîtresses, l'ouverture et d'associer tout ce qui peut apporter la plus petite pierre à la construction de ce que nous voulons tous entre le Sénégal et la Gambie. La rampe a, au cours de la conférence de presse, invité le peuple sénégalais à assister celui gambien pour faire renaître l'espoir en Gambie pour le bonheur de ses fils. Et nous restons avec le président de la rampe qui justement ne rejette pas l'idée de primaire au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar en vue des prochaines législatives. Amady Dieng déclare qu'il faut un consensus préalable autour de la question. Nous l'écoutons toujours au micro d'Adiatala Younous Diatta. Avec le président, on lui a dit notre inquiétude par rapport aux prochaines investitures. Parce qu'on n'aurait pas voulu que ce qui s'est passé dans les locales se répète. Et on lui disait que nous sommes en train d'organiser un atelier sur cette question particulièrement pour lui faire des propositions. C'est un avis, nous le respectons. Nous estimons que l'atelier qui va se tenir va produire une conception ou bien une proposition pour le président pour qu'ensemble qu'on voit les voies et moyens par lesquels il faut passer pour avoir une investiture consensuelle qui prend en compte des hommes de valeur pour les envoyer dans notre illustre assemblée. Je pense qu'on ne doit plus répéter ce qui s'est passé en 2012, ni ce qui s'est passé aux investitures de 2014 pour les locales. Je pense que nous allons vers ce consensus-là. Et je pense aussi que c'est ça la volonté du président. Parce que dans notre dernier entretien, ce qu'il a le souhait, c'est de me dire, Amady, faites tout pour être ensemble, pour que vous me faites des propositions sur lesquelles je peux m'appuyer pour construire cette liste-là. Guédiawaye s'investit dans l'éducation de ses enfants. 300 millions, c'est le montant de l'enveloppe qui vient d'être injectée dans le secteur de l'éducation par la ville de Guédiawaye et ses partenaires. Déclaration faite par le maire Aliou Sall lors de l'inauguration du CM Darussalam qui vient de terminer ses chantiers. La réfection du lycée Pikine et le collège Oga Diop pour l'année prochaine est prévue par l'équipe municipale qui a dans ses perspectives également la réfection d'ici 4 à 5 ans de toutes les
des infrastructures scolaires dans le département de Guédiawaye. Aliou Sall, que nous écoutons au micro de nos correspondants Salif Sow et Asmalik Diop. Dans le moyen et le secondaire, et d'arriver d'ici 3 à 5 ans à réhabiliter l'ensemble des collèges et des lycées du département de Guédiawaye. Nous avons identifié le chantier du collège Ogo Diop dans la commune de Golfe Sud, qui, de par ses effectifs, est l'un des plus importants du département et qui connaît aussi une situation infrastructurelle assez dégradée et qui fera donc l'objet d'une intervention importante à travers le camp Vacances Pro Banlieue. Nous pouvons dire que depuis que nous avons démarré ce chantier, c'est-à-dire en 2014-2015, nous avons pu réaliser des infrastructures chiffrées globalement autour de 300 millions de francs CFA. Ces infrastructures ont concerné le lycée Banque Islamique, le collège Ndiarem, le collège Pikine Est, le collège Darussalam, mais aussi d'autres établissements du département avec des interventions diverses. Éducation, toujours. La démocratisation et la qualité de l'éducation préoccupent les acteurs de la société civile qui s'activent dans ce secteur, regroupés autour d'une coordination régionale des pays comme le Sénégal, le Mali, le Bénin, pour ne citer que ceux-là, réfléchissent sur un plan stratégique pour pousser les autorités à aller vers une éducation de qualité pour tous. Ousseynou Thiam et Bira Diagne ont assisté à leur rencontre. C'était au Lac Rose. Reportage. seen lël bu ñuy amal ca Lac Rose kuréel gi ëmb nag ñi yëngu ci wàllu njàng ak njàngale nekk fii ci Afrique sowu jant nag di xalaat programme. En conclave au Lac Rose, la coordination régionale des acteurs de la société civile. En conclave au Lac Rose, la coordination régionale des acteurs de la société civile qui interviennent dans l'éducation se penche sur un programme décennal pour mieux booster le secteur. Après une prouesse sur l'accès à l'éducation, il urge d'aller vers la qualité selon ces acteurs. 12 années, si on veut marquer 2015, on se retrouve avec en moyenne environ 80% d'effectifs, d'accès, effectivement. Ça, c'est le taux brut d'accès à l'éducation. Ça veut dire qu'il y a eu une grande masse en matière d'accès à l'éducation, ce qui est très, très, très concluant et très, très à féliciter. Maintenant, 2015 à maintenant, si on regarde, c'est qu'au vu, il y a eu une grande masse effectivement de scolarisation, mais est-ce que cette masse a été suivie par cette notion de qualité? Autre handicap qu'il faut prendre à bras le corps, la marchandisation de l'éducation avec cette multitude d'institutions privées qu'il faut réguler. Par exemple, la marchandisation de l'éducation qui est l'une des grandes difficultés aussi. C'est vrai que le privé a vraiment manifesté son engagement aux côtés des acteurs publics et des autres acteurs sur la question de l'éducation. Mais maintenant, est-ce que cela conduit effectivement à une véritable qualité? La marchandisation, c'est le fait effectivement que, parce que l'éducation c'est un droit, l'éducation c'est un droit public, c'est un droit citoyen, et que si elle devient maintenant un outil effectivement pour faire prospérer d'autres acteurs, alors là il y a un problème. Les acteurs de l'éducation qui invitent les pouvoirs publics, parents et autres organisations à faire tout pour aller vers une véritable démocratisation de l'éducation. Arrondissement de Niakhane dans le département de Tivaouane. Sur place, plusieurs communes souffrent de manque d'infrastructures. Les maires de ces 4 communes ont énuméré leurs difficultés devant la tutelle. Le ministre de l'aménagement du territoire, Abdoulaye Diouf Sarr, en visite à Niakhane pour les besoins de la pose de la première pierre d'une maternité. Et pour pallier au manque, ces maires ont demandé l'intégration urgente de leur commune dans la seconde phase du PUDC. Reportage Charanta Diop, c'est la tire. Les populations des 62 villages de l'arrondissement de Niakhane ont réservé un accueil chaleureux et populaire au ministre de la Gouvernance locale, du développement et de l'aménagement du territoire. Les maires des communes de Niakhane, Mbayène, Ngandjouf et Thilmakha, réunis autour du collectif des maires de l'arrondissement de Niakhane, ont énuméré leurs difficultés devant le ministre de la bonne gouvernance et de l'aménagement du territoire. Les collectivités locales qui sont en zone rurale sont confrontées à des difficultés comme pour nous le manque ou l'absence totale d'infrastructures socio-économiques et sportives, l'enclavement de certaines zones empêchant la mobilité normale des populations et l'écoulement de la production locale, l'absence de sources de recettes
locales et la faiblesse des fonds de dotation par rapport aux compétences transférées. Le manque de personnel technique dans les administrations locales et les structures sanitaires. L'absence de formation, d'encadrement pour les jeunes et les femmes, ainsi que le financement de leurs activités. Abdoulaye Diouf Sarr, ministre de l'aménagement du territoire, rassure, pour lui, toutes les dispositions sont prises pour appuyer ces communes. Et vous pouvez compter sur nous pour vous appuyer sur les infrastructures. Dans quelques minutes, nous allons poser la première pierre de la maternité. S'en suivra effectivement le stade municipal et la réhabilitation de l'hôtel communautaire. Vous pouvez être rassurés. Cette année déjà, nous allons distribuer à l'ensemble des communes du Sénégal 43,5 milliards. Et toutes les communes verront leur fonds de dotation augmenter. Le département de Tivaouane sera doté d'un plan de mise en œuvre des infrastructures. Selon le ministre, Niakhène sera en bonne place. Et de Niakhène, dans le département de Tivaouane, nous fonçons dans le sud pour parler de ce rassemblement des populations des communes de Karantaba, Bagnères ou encore Kolibantan. Elles réclament la réhabilitation du barrage de Diop Kounda, mais aussi la piste de production Bagnères et menacent de boycotter les législatives si rien n'est fait d'ici là. Bakary Konté. Les populations des communes de Karantaba, Djoudjoubou, Bagnères et Kolibantan réclament la réhabilitation du barrage de Diop Kounda Maka, communément appelé barrage Alioune Soane. Le sous-préfet de l'arrondissement de Karantaba a pris sa sage décision d'interdire le passage des véhicules lourds. Les chauffeurs sont obligés de faire un détour plus de 190 km pour arriver à la destination. A signalé que ce barrage ne mesure que 200 à 250 mètres à peine. Or, pour l'histoire, ce pont a été construit en 1998 sur fonds propres de l'enfant de Pakao, Cheikh Aliou Souane. Elle menace de boycotter les prochaines élections législatives. Les 4 communes concernées, la commune de Kolibantan, surtout le barrage est situé dans cet endroit. La commune de Bagnères et celle de Djoudjoubou et la commune de Karantaba, à cause de la dégradation du barrage et surtout la piste qui s'étend de Bagnères à Sandinière jusqu'à Sarayoba-Djega. Sinon, si l'État ne réagit pas, les élections à venir, nous allons boycotter les votes. Les chefs religieux de la localité, par la voix de Al-Khadji Kadiali Soli, ont promis de mener une campagne de sensibilisation pour le boycott des législatives dans la région de Sédhiou. Nous restons dans le sud de l'Association nationale des élus départementaux au chevet des familles d'accueil des réfugiés gambiens. Ça se passe dans la région de Ziguinchor. L'ANED a remis un lot de denrées de première nécessité au gouverneur de Ziguinchor, Al-Hassan Sall, qui a reçu cet important don composé entre autres de riz, de sucre et de savon, a témoigné la reconnaissance de l'État à cette association. Compte rendu signé Boubacar Diassi. Ce geste simple rend compte de la participation de l'Association nationale des élus départementaux à l'effort d'accompagnement des familles d'accueil des réfugiés gambiens. C'est des denrées de première nécessité que nous avons pu mettre à la disposition, en tout cas, de ces populations. Nous nous sommes dit que nous allons nous mobiliser en tant qu'association d'élus pour venir en aide à ces populations, mais en passant par le chef de l'exécutif régional, qui est le gouverneur, à charge maintenant à lui d'acheminer ça au niveau des populations. Le gouverneur de Ziguinchor apprécie un sentiment de satisfaction par rapport à ce geste. Je constate que ces hautes personnalités adhèrent aux initiatives de l'État, accompagnent les initiatives de l'État et se meuvent pour le bien-être des populations. Mais cette association a une doléance. Nous sommes la seule association qui, au moment où nous parlons, ne bénéficie pas encore de subsides, de dotation, d'appui de l'État. Donc c'est pourquoi nous lançons un appel au ministère de la décentralisation de nous prendre en compte dans le fonds de dotation. Le gouverneur de Ziguinchor soutient. Plaider pour que cette association-là puisse être accompagnée par le gouvernement parce qu'ils viennent de poser un acte patriotique, un acte de haute portée sociale. Au total, 29 000 réfugiés ont été accueillis dans la seule région de Ziguinchor.
Je le disais tantôt, Adama Barrow, le nouveau président gambien, est attendu demain, jeudi, dans la capitale Banjul. Les populations placent beaucoup d'espoir en sa gouvernance. Entre le respect des libertés, le problème du chômage, le redémarrage de l'économie, les Gambiens expriment leur doléance dans ce micro-trottoir signé nos envoyés spéciaux à Banjul par Kaba Moharma. Nous l'attendons beaucoup sur le plan économique, l'éducation, la santé, la liberté et le transport aussi. Nous attendons beaucoup du président Adama Barrow, surtout sur la sécurité, parce que la liberté a connu un problème ici. Nous avions beaucoup de difficultés. Vous savez, le business ne marche plus depuis, sous le régime de Jammeh. Vraiment, il y avait des problèmes. Les Européens ne viennent plus investir ici. Je pense qu'il a beaucoup de choses à faire, le président Adama Barrow. Moi, ce que je souhaite en premier lieu, c'est quoi? L'unité d'abord. Parce que Yaya a réussi à diviser le peuple gambien. Il a divisé tout le monde, les Diola, les Sérères. Nous n'avons jamais connu cela. Nous pensons qu'Adama Barrow va augmenter au moins les salaires. C'est ce que moi j'attends du président. loolu am nañ ci moom yaakaar bu baax a baax because Barrow nit dafa baax nekkul ne pour lim toog président moo tax ñu koy wax. Nous avons l'espoir que Adama Barrow va faire beaucoup de choses. Ceux qui l'avaient connu bien avant savent que c'est une personne qui est très gentille, qui fait énormément de choses. Barrow n'a jamais cherché le pouvoir, c'est le pouvoir d'abord qui lui est tombé dessus. Lim am moo ko sakku xam nga li gën a wér mooy place mu ut la moo gën nga ut place Barrow nag place moo ko ut waaye utu ko. Bonne nouvelle, Samba Diabaré Samb, virtuose du Khalam, grand homme de culture, est élevé au rang de grand officier de l'Ordre national du mérite. Un hommage rendu par le chef de l'État. Les personnalités présentes ont tenu également à rendre un vibrant hommage, un hommage mérité à ce patrimoine national à Aïssatou Paye. Son instrument fétiche, le khalam, Samba Diabaré Samb l'a joué devant les plus grands présidents. Trésor humain vivant de l'UNESCO, dépositaire des traditions, l'un des derniers griots du Sénégal est élevé au grade de grand officier de l'Ordre du mérite. Des exemples à offrir à nos compatriotes. Et je dirais singulièrement à la jeunesse de notre pays. Vous savez, les valeurs, c'est en fait le socle, je dirais, du développement. Mais je peux vous dire que pour Samba Diabaré Samb, c'est un monument de la culture sénégalaise. Il a fait rayonner le Sénégal à travers le monde. Compagnon pour la vie, El Hadj Mansour Mbaye témoigne. Qui est décoré? Le président Léopold Sédar Senghor, une fois, a invité le président Ahmed Sékou Touré, qui voulait entendre Samba Diabaré Samb jouer. Il a parcouru le monde en faisant toutes les sonorités de ce fabuleux instrument qu'est le khalam. Nous étions 10, formant le regroupement des grands griots. Par la grâce de Dieu, il ne reste plus que lui et moi. Une icône, dira le conseiller culturel du président de la République. Samba Diabaré Samb est un grenier de notre patrimoine. Il est trésor humain vivant pour l'UNESCO, mais il est d'abord une caution sociale pour notre communauté. C'est aussi important en tant qu'artiste, en tant que Samba Diabaré Samb, de vivre cet événement. Aux côtés du grand monsieur de la culture depuis bien des années, l'épouse parle d'un mari modèle. Cet homme modèle et vertueux a participé à mon éducation religieuse et sociale. Grâce à lui, j'ai beaucoup appris de par sa générosité et sa gentillesse. Il avait envoûté de sa voix le Bourba Djolof Sidi Albouri Ndiaye à l'âge de 10 ans. L'artiste traditionnel continue encore de soulever des vagues d'émotions.
Félicitations à ce virtuose de la musique traditionnelle. Visite de courtoisie d'une délégation de la famille omarienne au ministre conseiller Youssou Ndour. La famille est venue transmettre un message de remerciement mais aussi d'encouragement de la part du khalife Thierno Madani Tall suite à la sortie de l'opus dédié à Cheikh Omar Foutiyou Tall. Le président du groupe Futur Média, qui s'est réjoui de cette visite, a présenté le saint homme comme un trait d'union entre les cultures, les religions et les confréries. La ziara omarienne prévue dans quelques jours, Youssou Ndour a promis une couverture médiatique des supports de GFM à la hauteur de l'événement. Pape Farening. Visite ne pouvait être symbolique. L'auteur de l'opus, Cheikh Omar Foutiyou Tall, accueille les membres de la famille omarienne et le comité d'organisation de la ziara. Ils sont venus transmettre le message du khalife Thierno Madani Tall qui dit toute sa satisfaction pour l'hommage rendu à son illustre grand-père. Thierno Madani nous a demandé de faire une démarche solennelle dans un double sens. Le premier sens, c'est d'abord de venir remercier solennellement le président Youssou Ndour. Le remercier parce que tout le monde a su et a découvert que Youssou Ndour a dédié une de ses chansons à El Hadj Omar Foutiyou Tall. Pas seulement El Hadj Omar Foutiyou Tall, racontant ses hauts faits. Il a également évoqué la grande figure de Thierno Seydou Nourou Tall et les hauts faits de Thierno Mountaga Tall, comme il l'a appelé Brom Ziarbi. Tout ému de cette visite, Youssou Ndour estime que Cheikh Omar Foutiyou Tall est plus qu'un fédérateur. J'ai eu des recommandations quand j'étais très jeune de mon père, El Hadj Elimandou, qui nous a conseillé et demandé que, avant d'entreprendre quoi que ce soit, de se référer à la grande maison de Thierno Mountaga Tall, celui que j'appelle trait d'union du Sénégal, Cheikh Omar Foutiyou Tall. Youssou Ndour donne en outre des assurances que la TFM mettra les bouchées doubles pour immortaliser la 10e édition de la ziara omarienne. Et que de tout le temps, avant même cela, Youssou Ndour et son groupe, la TFM, ont toujours été présents à nos côtés. Il a tenu également ce soir à ce qu'on vienne magnifier cela, l'en remercier et lui dire que lui, Thierno Madani, notre khalife, il est conscient de ce que Youssou Ndour fait, accomplit et réalise pour la communauté omarienne. La ziara qui va débuter cette semaine a toujours été une préoccupation personnelle. Je suis cela depuis très jeune et quand nous avons eu les médias, nous avons sauté sur l'occasion parce que n'oubliez pas, nous nous appelons, en tout cas en matière de télévision, miroir du Sénégal. La délégation de la famille omarienne qui était l'hôte du jour du ministre conseiller, Youssou Ndour s'est réjoui de la visite et souhaite la rendre pérenne. L'actualité sportive avec les Lions de retour sur la pelouse de Bongoville après leur dernier match de poule. Comme à l'accoutumée depuis le début de la compétition, les remplaçants se sont entraînés durant une séance intense d'1h30. Le travail se poursuit donc et les yeux sont déjà rivés sur le match contre le Cameroun. Ce sera ce samedi. Mampatundo Mbisandoy pour les détails. Les paresseux n'avaient pas leur place hier sur la pelouse de Bongoville. C'est une séance intense d'1h30 que les Lions non titularisés lors de la rencontre entre le Sénégal et l'Algérie ont faite, entre travail physique et tactico-technique. Moi, j'ai concentré, très concentré pour le match. Et voilà, c'est bon. En tant que footballeur, tu vois, des fois, il y a des hauts et des bas. Ça se voit que je crée des occasions et je n'arrive pas à les mettre. Mais bon, c'est le football et moi, je ne baisse jamais les bras. Et je sais que je suis un attaquant et un attaquant, malheureusement, on ne le juge que par les buts. Donc, il n'y a que ça qui manque. Donc, on va tout faire pour être à 100% samedi. Toutes les têtes sont tournées vers le quart de finale entre le Sénégal et le Cameroun. Le groupe s'est trop concentré pour le match contre le Cameroun de quart de finale et voilà, c'est bon. Il a fait bon travail. Sur la même dynamique, la dynamique du Sénégal, de lutter, des courses et des jeux comme ça. C'est voilà, la mentalité du Sénégal. Les matchs sont différents, donc nous on a l'habitude de
jouer les matchs et on est professionnel avant tout. Ça fait longtemps qu'on le fait et on sait bien que ça ne va pas être facile. Le moral du groupe est au beau fixe, la mentalité aussi. C'est avec beaucoup de sérieux que les Lions vont aborder ce quart de finale contre le Cameroun. Son manque d'efficacité à la pointe de l'attaque des Lions fait grincer des dents, mais Mambiram Diouf reste droit dans ses bottes. L'attaquant rappelle à ses détracteurs qu'il a marqué à toutes les compétitions avant la CAN. Il ne désespère pas donc de retrouver son efficacité. Nous l'écoutons toujours au micro de Mame Fatou Ndoye. C'est bien que ça ne va pas être facile, mais comme un attaquant, comme on dit, tu marques, on dit que tu as bien joué, tu ne marques pas, tu n'as pas bien joué, mais bon. On a l'habitude, on va tout donner pour le faire. Moi, je pense que les gens ils ont l'habitude d'oublier parce que pendant les éliminatoires, j'ai marqué tous les matchs. Donc là, ça fait 2 matchs, je n'ai pas marqué et ça commence à polémiquer de gauche à droite. Mais moi, ça ne me dérange pas. Donc c'est ça, j'ai un objectif et mon objectif est d'essayer de tout faire pour l'équipe, de mouiller le maillot pour l'équipe. Bon, le but, après, ça va venir. Donc, Inch'Allah, j'espère que ce sera samedi. Retour au Sénégal, à Pâle, dans la région de Saint-Louis. Les matchs de football du championnat populaire se jouent dans un lycée à cause du manque d'infrastructures sportives. Les jeunes de la commune réclament un stade au chef de l'État pour accompagner les différentes zones de la municipalité. Je vous propose d'écouter El Haj Malik Djei, responsable des jeunesses de Pâle. Il est avec Ousseynou Diop et Ayub Sek, nos correspondants à Saint-Louis. Nous, Pâle, nous souffrons beaucoup de problèmes à l'encontre de la jeunesse, de l'éducation, de la santé et des infrastructures. Pâle manque de tout, je peux dire. Et ça ne devrait pas être le cas. Une cité religieuse comme celle de Mame Cheikh Ngom mérite un lycée moderne de son nom, mérite un centre de santé moderne, mérite un espace jeune moderne, mérite un stade de football, ou au moins un terrain clôturé. On lance appel à M. le Président de la République, M. Macky Sall, à ses ministres, aux autorités compétentes de la localité de Pâle, qu'ils viennent en aide à leur chère ville. Parce que Pâle est un patrimoine national, culturel, religieux. L'urgence ici, aujourd'hui à Pâle, l'urgence c'est l'appel aux autorités pour mettre à Pâle en œuvre un stade fonctionnel digne de ce nom. Parce que Pâle est un village qui regroupe plus de 11 000 habitants. Et c'est normal qu'une population de ce nombre d'habitants mérite un stade fonctionnel, un centre de santé moderne, des infrastructures. Pâle n'a aucun centimètre de route. C'est pourquoi nous avons avec difficulté dans un lycée où les élèves doivent faire des cours. Fin de ce journal, merci de l'avoir suivi. Prochain rendez-vous de l'information, le tout en images à 0h. L'info qui continue sur votre site www.igfm.sn. Tout de suite, la permanence reprend ses droits avec Chérif qui vient de me retrouver dans le studio. Bonsoir Chérif. Bonsoir Sarah et bonsoir.